Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Grégory Fabre. Je vais vous présenter un petit résumé du Remote Chaos Communication Congress de 2021. Alors, RC3, CCC, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Donc, le CCC, c'est le Chaos Computer Club. C'est le plus vieux club de hackers d'Allemagne, qui organise tous les ans, depuis 33 ou 4 ans, je crois, un congrès. Donc au début, c'était beaucoup des gens qui s'échangeaient des trucs, des disquettes. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de présentations techniques sur le hack. Et maintenant, c'est un congrès très important qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, qui a, qui reçoit des conférences de l'ordre de 200 conférences à peu près. Donc c'est un des plus grands congrès d'Europe, on peut dire, au sens présentation technique sur le hack. Il n'y a pas que de la technique, hein, il y a aussi des trucs politiques, culturels, voilà, juridiques, sur ce qui se passe en Europe par exemple. Il y a pas mal de conférences intéressantes. Donc c'est la 5e année que j'ai le plaisir de vous en présenter un résumé à l'Ossière. Voilà, ça fait une dizaine d'années que j'y vais moi, en physique. Donc au début ça a démarré à Berlin. J'y suis allé pendant quelques années là-bas. Ça se passe entre Noël et le jour de l'an. Puis comme le centre de congrès de Berlin était trop petit pour eux, ils sont allés à Hambourg. Et où là ils ont connu une certaine expansion parce que le centre de congrès d'Hambourg était vraiment beaucoup plus grand. Ça s'est passé pendant 3-4 ans à Hambourg. Puis le centre d'Hambourg a été détruit. Donc ils sont partis à Leipzig où ils ont fait 2 ou 3 congrès, je crois. Où je suis allé aussi, c'est une ville de l'Est, c'était très marrant, ça donne l'occasion de visiter l'Allemagne. Et ça fait 2 ans, malheureusement, que le congrès est en distanciel, comme on dit. Donc c'est triste parce que on va pas là-bas, mais ils ont réussi quand même à organiser un truc. Donc ils appellent ça le Remote CCC, RC3. Donc ça utilise un soft très sympa qui permet de... C'est un petit peu comme un jeu vidéo en fait. Là je vous ai mis une image. Tout le monde se connecte à ce truc-là quand on a une entrée au congrès. Et puis on peut se balader dans tout un tas de salles. Donc c'est un petit peu comme un Zelda, vous voyez, un truc très 16 bits. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on se rapproche, quand son avatar se rapproche d'un autre avatar, eh bien, il y a une vidéo qui se met en place, si on le souhaite évidemment. Donc on peut parler à la personne, il nous voit et on le voit. Voilà, il y a aussi des salons qui sont organisés où on voit les vidéos de toutes les personnes qui sont là. Donc en fait c'est très sympa. Et en fait tous les computer clubs de partout en Allemagne, puisque c'est un réseau en fait, toutes les grandes villes d'Allemagne en ont un, et puis pas mal d'assauts en plus sympas, font créer des petites salles virtuelles qui connectent au monde central, donc on peut se balader en fait, un petit peu comme ça se passait auparavant dans le congrès physique, dans ce monde virtuel, et ça marche quand même pas trop mal, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il se passe quelque chose. Voilà, tout ça est organisé avec du bénévolat. Il n'y a pas de sponsor. Un petit peu comme l'OCIR, je dois dire. Et en général, ça produit une très belle ambiance et de très beaux échanges avec des gens qui sont de partout dans le monde. Donc, comme d'habitude, j'ai choisi, alors cette année, 4 conférences que je vais vous détailler. Bon, c'est un choix toujours difficile, il y en a 200, choses comme ça, peut-être une cinquantaine techniques. Bon, j'ai essayé de choisir quelque chose qui pourrait intéresser les gens par rapport aux gens qui fréquentent l'OSIA. Donc la première s'appelle Practical Brute Force of Military Grade AES 1024. Donc les gens qui l'ont faite s'appellent Sylvain Pellissier et Boy Stellink. Sylvain Pellissier, j'imagine que certains d'entre vous connaissent. C'est un chercheur en crypto. Donc tout a commencé avec un projet de forensique. Un copain de Sylvain avait un disque SanDisk chiffré avec l'utilitaire SanDisk de chiffrement Secure Access. Il avait perdu son mot de passe. Alors il a fini par retrouver le mot de passe sur un post-it, évidemment. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Alors en fait, le logiciel est livré avec tous les disques SanDisk.
Il permet de... Donc il est directement livré sur le disque. Quand vous branchez le disque, vous pouvez directement lancer le soft. Et il permet de gérer les fichiers chiffrés, les exporter, etc. C'est une espèce de petit coffre-fort logiciel qui est vendu avec le disque. Dans les options par défaut, il y a donc de l'AES 128, mais il y a une version payante premium qui permet de choisir un AES 1024. Alors le problème, c'est qu'AES n'est pas standardisé au-delà de 256 bits. Donc le soft est développé par une entreprise qui s'appelle ENC Security. Ils se vendent d'être très avancés en sécurité, et leur meilleur produit, c'est donc de l'AES 1024 de niveau militaire. Alors, ce que disait Sylvain, c'est que dès que j'entends military grade, je pense à ce tweet qui dit en gros la crypto vendue comme militaire est à la crypto ce que la musique militaire est à la musique. Donc du coup, ça lui a donné envie de gratter un peu. Donc le soft en question de chiffrement est utilisé pas uniquement par SanDisk, mais aussi par Lexar, Sony et Western Digital dans de nombreux produits. Ce qui donne une portée pas mal à ce que vous allez entendre, une portée assez importante à ce que vous allez entendre par la suite. Il n'est pas géré par Hashcat ni John the Ripper pour l'attaque par force brute, mais c'est quand même intéressant de savoir si on peut attaquer du AES soi-disant 1024 par ce moyen-là. Donc il va faire du reverse. L'exécutable a été compressé avec UPX, qui est un packer bien connu, sans protection aucune. Il utilise PE Explorer pour le lire. Donc c'est un logiciel qui sert à aller se balader dans des binaires, regarder les ressources, explorer les structures des binaires. Ça a été écrit en C++. Il a aussi utilisé Ghidra et Radar, pardon, par rare, pour le décompiler. Et il utilise aussi Qt et OpenSSL. Donc la première difficulté, c'était que le logiciel devait s'exécuter uniquement depuis le disque matériel de la marque sur lequel il a été acheté. Si par exemple c'est un disque Sony, ben, il faut absolument le soft est bloqué sur les disques Sony. Donc ça c'est très facile, il a cherché une chaîne juste après un jump. Dans la décompilation, il a transformé un JNE en JE, et hop, voilà, donc c'était quand même pas une protection très difficile à sauter. Ce qu'il dit, c'est que c'était comme hacker dans les années 90. En ce qui me concerne, c'était un peu comme dans les 80. Vous ne pouvez pas rigoler. Donc il a beaucoup utilisé Ghidra Function ID, les fonctions de Ghidra. Il a créé une signature pour les bibliothèques de Qt et d'OpenSSL, et la signature était détectée et approuvée dans son binaire. Ça ajoute un commentaire avant la fonction qui aide pour décompiler, comme ça évite toutes les fonctions liées à l'interface graphique, et ça permet de bien creuser dans la crypto. Alors ensuite, il a exécuté process monitor, saisi un mauvais mot de passe, et il voit qu'un fichier ouvert est refermé, qui s'appelle filesystem.dat. Donc, une dérivation du mot de passe est comparée à ce qui se trouve dans ce fichier. Alors, ce qu'il veut, c'est décompiler un algorithme de hachage d'un mot de passe. Alors, en fait, il veut dériver une clé depuis un mot de passe, puis l'utiliser pour chiffrer. Alors, et pour éviter les attaques par Rainbow Table, qui permettent de retrouver un mot de passe à partir de son empreinte, il faut une graine unique et aléatoire. Ensuite, on peut faire plusieurs itérations, plusieurs algos sont connus. Ici, c'est PBKDF2 qui est utilisé. Donc, on concatène la graine avec la constante 1, on la passe dans HMAC avec le mot de passe comme clé, et on recommence C fois. On sort tous les résultats intermédiaires et on obtient la clé. Mais que faire si on veut une clé plus grande que la taille de sortie du HMAC? Par exemple, 16 octets de sortie pour 1024 bits. Alors c'était le problème de PBKDF1 résolu avec PBKDF2. Donc on prend la clé de sortie comme première clé et on rejoue ensuite l'algorithme avec la constante 2. Donc on concatène ensuite les clés. Par exemple, 8 itérations pour 1024 bits de clés.
Alors, dans le logiciel décompilé, on s'aperçoit que le nombre d'itérations est codé en dur. Là, on le voit dans le code qu'il a décompilé. Puis il y a une boucle contenant une fonction de hachage. Et en décomposant la boucle, on se rend compte que la fonction est proche de PBK-DF2. Mais c'est pas ça. La fonction de hmac, la fonction de hachage n'est pas hmac, mais MD5. Mais surtout, la graine est constante. Elle est aléatoire, mais elle n'est pas unique en fait par utilisateur. C'est une très mauvaise pratique, hein, qui permet d'imaginer les attaques par dictionnaire ou par rainbow table. Et c'est la même graine constante qui est utilisée par tous les distributeurs du logiciel, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est une vulne, hein, assez énorme. Enfin, le nombre d'itérations est insuffisant, puisque le WASP en recommande maintenant 310 000. Au début, c'était 1000 avec PBKDF2. Alors ensuite, il y a un problème de construction. Vous voyez que la partie qui est entourée en bleu, là, ne dépend pas de la graine. Et donc, en fait, elle peut être calculée, elle peut être précalculée sans elle. Et donc, il suffit d'une itération pour calculer la deuxième clé. Et donc, le facteur d'inviolabilité disparaît. Donc ça, c'est un vrai problème de design. Ça pose un problème de dérivation des clés, parce qu'il y a juste un XOR entre la clé de 128 bits et de 1024 bits. Et donc, en fait, on peut réutiliser la valeur précalculée pour une attaque par dictionnaire, recalculée, pardon, ouais, donc dont on parlait tout à l'heure en bleu, pour une attaque par dictionnaire, même si la graine avait été unique par utilisateur. Donc même si on est proche de PBKDF2, on n'atteint pas du tout son niveau de sécurité. Donc ensuite, pour vérifier le mot de passe, le fichier filesystem.dat est lu et ce qu'il contient est déchiffré. Si la valeur est donc D2, C3, B4, A1, alors le système considère la valeur comme correcte. La question c'était quel est l'algo utilisé. Alors ça c'était un peu plus compliqué à déterminer, parce que cette partie du code n'avait pas été identifiée par Ghidra Function ID. Elle utilise des instructions SSE, Server-Side Encryption, qui sont difficiles à décompiler, mais on sait qu'ils utilisent OpenSSL, et donc en cherchant un peu dans le code d'OpenSSL, on trouve un script Perl qui engendre des instructions Server-Side Encryption avec AES, dans le même ordre que ce qu'on avait décompilé. On comprend qu'en fait c'est de l'AES 128 en mode compteur. Donc pour passer à 256 bits, il n'utilise pas le mode standard, mais 2 itérations d'AES 128. Idem pour 512, 4 itérations, et pour 1024, 8 itérations. Par ailleurs, le compteur reste à 1, ce qui est un petit problème, on n'utilise que la clé. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut pour faire un plugin John the Reaper. C'est dispo sur son GitHub, ce sera bientôt intégré à John, et ça permet de brute forcer le 1024 bits de SanDisk. Alors le premier test a été trouvé en 2 secondes. Bon, ça, il a de la chance, c'était dans la liste des mots de passe disponibles. Et il testait 7000 mots de passe par seconde. Si on compare avec un PBKDF2 à 310 000 itérations, ça aurait pris 2 minutes. Un petit peu plus long, mais enfin, ça reste quand même accessible. Là, John pouvait tester 30 mots de passe par seconde. Alors on passe ensuite au chiffrement du fichier. Lorsque le mot de passe est vérifié, un fichier contenant toutes les clés est déchiffré. Les clés sont utilisées pour chiffrer les fichiers individuellement. C'est une bonne solution parce que si l'utilisateur change son mot de passe, il ne faut pas chiffrer de nouveau tous les fichiers, mais juste ce fichier-là. Mais la question, quel est l'algo de chiffrement? Et en décompilant, on se rend compte que pour AES 512, seulement 2 itérations de AES 128 sont réalisées. Et idem pour AES 1024. Donc ça c'est le format de fichier, il y a la chaîne IV, la version de l'algo, le nom du fichier en clair, puis un gros bloc de 0 là, jusqu'à la ligne 1F0, vous allez voir que c'est important pour la suite.
Donc en fait, le mode compteur d'AES permet de manipuler le fichier. S'il est modifié, il sera déchiffré, pardon, et la modification ne sera pas détectée. Alors ça peut poser un problème si vous stockez votre coffre dans le cloud et que quelqu'un y accède, hein. Donc les nonces sont OK. Ça c'est bien fait, c'est proprement engendré par une fonction dédiée dans OpenSSL. Et il y a 2 itérations, donc un niveau de sécurité max de 250 bits. Donc si on creuse un peu dans l'idée, on peut brute forcer le 128 bits pour la première clé, mais ensuite on peut brute forcer la dernière clé qui est un XOR avec la chaîne IV. Donc on a normalement un niveau théorique de 256 bits, mais si on fait un peu de maths, donc on a 2 blocs de texte à 0, si on prend 2 blocs chiffrés C1 et C2, donc ça s'écrit comme ça, AES K1 IV1 XOR AES K1 IV1 XOR K8, la dernière clé. Pardon, voilà, et pour C2, c'est la même chose avec IV2. Et en fait, si on sort les 2 équations, on obtient cette équation qui ne dépend que de la première clé et pas de la dernière. Et donc en fait, c'est IV1 XOR IV2. Donc il suffit de tester là-dessus, qui sont tous les deux en clair, et donc en fait, ça réduit la complexité à une sécurité de 128 bits. Donc il a quand même pas mal cassé le truc, Sylvain Pellissier. Donc il a contacté ENC Security, ils sont mis d'accord en mai 2021 sur la date de publication pour faire une responsible disclosure. Les vulnes ont été dévoilées à Sony, Western Digital et Lexar. 2 CVE ont été attribués, ils ont demandé un délai car la fonction de direction de clé est utilisée dans d'autres logiciels de Western Digital. Et ça a été, la date de publication a été étendue jusqu'au 22 décembre, donc juste avant le CCC. C'est pour ça qu'il a pu faire cette conférence. Alors, pendant la conférence, il y a l'entreprise a eu la possibilité de répondre. Donc, je ne vous ai pas résumé ce truc-là parce que c'est quand même moins intéressant que le cassage. En gros, il dit que, bon, voilà, c'était quand même pas mal du marketing l'idée de faire du 1024 bits. Mais vous pouvez aller voir sa réponse, ça a été laissé par Sylvain. Donc, en conclusion, il rappelle que le niveau de sécurité dépend de nombreuses choses, des algos, du facteur de travail du hachage de mots de passe et de la taille des clés. Il remercie ENC Security parce qu'ils ont bien bossé ensemble, ils ont pu résoudre le problème, ils ont été à son écoute, ils ont bien pu dialoguer. Voilà, c'est la fin de cette présentation de cette présentation-là. Je vais donc maintenant passer à la présentation d'après. Donc c'était sur ça s'appelait Hacking Containers, Kubernetes and Clouds. Un type qui s'appelle Thomas Fricke, donc qui dit que si on contrôle une application, on peut imaginer une escalade de privilèges dans Kubernetes, donc de l'application vers le container, vers le compte de service, puis le cluster, puis le nœud, puis le compte de service du cloud. Donc il part, sa cible c'est le cluster, en partant de l'application. Alors dans l'application, par exemple, s'il utilise Image Tragique, qui est une faille bien connue d'Image Magique, ou bien eval ou exec, donc il recommande bien de jamais utiliser ces trucs-là en PHP. Donc voici un modèle d'attaque basé sur une ancienne technique. Image Tragique, ça date de 2016, mais il y a un gars qui s'appelle Emile Lerner qui a trouvé un moyen de l'exploiter dans les versions actuelles. Le lien était dans ces slides. Alors ensuite, pour remonter, l'accès au compte de service est en fait permis par défaut dans Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment un problème de design. Il faut le fermer, on va voir comment après. L'étape d'après, c'est l'installation de logiciels additionnels nécessaires à l'attaque. Donc ils utilisent curl, kubectl et chmod. Et si on a le compte de service, on peut exécuter des commandes en chargeant des images dans Image Tragique.
Alors, pour avoir un contrôle total, c'est la ligne d'après. Il faut se connecter son rôle à celui de cluster admin. C'est pas le cas par défaut, mais on trouve beaucoup d'exemples de configurations sur Internet qui provoquent cette faille. Par exemple, dans le guide d'installation d'Elasticsearch ou de Helm Charts. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est un très très mauvais conseil et on le voit assez régulièrement. C'est assez commun. Donner le rôle de cluster admin, c'est vraiment une grave erreur. Par ailleurs, Elasticsearch était vulnérable à Log4Shell. C'est un peu comme avoir des clés compliquées avec les meilleurs serveurs du monde et laisser la clé sous un pot de fleurs sur la terrasse. Bon, maintenant, il va indiquer comment se déroule une attaque. Tout son code d'exemple est publié sur son GitHub. Alors, il utilise Code Ready Container. C'est un container qui est public, qui est basé sur une preuve de concept d'image tragique par Mike Williams. Donc, il crée une image, il la déploie. Alors là, il montre le contenu d'image valide en PostScript. C'est ici, là, qui contient la commande de téléchargement de kubectl avec un curl, ici. C'est une image. Et puis, il y a une autre image qui contient un chmod. Voilà. Afin de kubectl, afin de le rendre exécutable. Puis, il fait une escalade de privilèges via kubectl pour s'attribuer les droits de cluster admin. Puis, il montre le contenu de l'image qui charge le malware directement en mémoire. C'est ici, là. Alors, comment faire pour se protéger de tout cela? Parce qu'en gros, ensuite, il suffisait de... Enfin voilà, là, il prend le contrôle total du nœud, en fait. Alors, il dit que utiliser des containers, c'est une bonne pratique, mais souvent, il y a accès à Internet avec curl, on peut écrire dans TMP, et on peut exécuter chmod. Pardon. Donc, premier renforcement, l'escalade vers le compte de service, qui est un design flow de Kubernetes dont on parlait tout à l'heure. Donc là, voilà la commande pour s'en protéger. Bon, le logiciel lui-même, en général, quand on gère ce genre de truc, on peut pas le réparer de manière sûre. Il peut y avoir des 0D. Donc il vaut mieux essayer de se protéger, de protéger les couches au-dessus. Donc là, il a réglé la deuxième ligne. Maintenant, empêchons l'installation de logiciel. Il peut donc il conseille d'utiliser des images de containers vraiment non modifiables. Ne pas permettre d'écrire dans TMP, c'est vraiment utile. Pas de curl, wget, par exemple, qui sont dans les relats UBI et dans la plupart des images standards. Donc l'idée, il dit build your own images, utiliser des containers vides de sources qu'on connaît et ajouter ce dont on a besoin pour créer ses propres containers, d'une manière positive. Alors, je ne sais pas, ma vidéo est frozen. Vous m'entendez Non, bien? on te Ouais. voit et on t'entend, il n'y a pas de problème. Ok, super. Merci. Ok. Alors, il montre comment durcir un container léger standard de Nginx qui s'appelle Alpine. Donc, c'est assez simple à faire. Et l'idée, c'est qu'on installe uniquement les outils dont on a besoin et qu'ensuite on le lance avec uniquement les fichiers indispensables, avec par exemple les licences, avec voilà, tous les fichiers dont le soft a besoin, mais en une commande qui limite le nombre de fichiers auxquels il accède. Donc, il a créé une image durcie qui empêche l'installation de logiciels. Une ligne barrée en plus. Alors ensuite, le dernier fixe, c'est séparer le réseau et les privilèges. Donc c'est séparer l'accès Internet et les opérations nécessitant des privilèges. Donc il y a des paramètres du nœud qu'on peut restreindre. sysctl, host, interprocess communication, hostpass, etc. L'idée, c'est de séparer les applications qui ont besoin d'un de ces éléments des autres applications. Voilà.
Idem pour l'admin du cluster, à limiter à ceux qui en ont besoin. Et si on fait tout ça, hop, on a barré la 3e ligne, l'application est mieux protégée. Donc il conseille vraiment de s'occuper des 3 niveaux pour le cas où on ferait une erreur dans un de ces 3. Mais on peut isoler encore plus. Par exemple, il parle de politique réseau, hein. Pour les nœuds de seccomp, d'AppArmor, de politique de sécurisation des pods, OPA, c'est-à-dire Open Policy Agent, qui conseille d'avoir des comptes de service individuels et avoir une gestion des rôles, une gestion des accès basée sur des rôles. Voilà, donc on est presque au bout, mais il dit qu'on peut encore aller plus loin avec l'aide de notre hébergeur. Donc Nico Meisendahl a montré qu'on pouvait accéder à d'autres Kubernetes sur Azure via le fichier azure.json, donc c'est assez rigolo. Donc il monte des devs SD là dans TMP, et du coup il peut piquer l'identité, il peut piquer un jeton et un groupe de ressources. Et du coup, il prend le contrôle d'un autre compte. Donc il dit que ça pourrait fonctionner aussi dans AWS et dans Google Cloud Platform. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'il annonce. Donc il faut protéger le compte, comprendre la gestion des identités et limiter les droits au strict minimum. Il conseille aussi de bloquer les adresses en 169.254. Voilà. Ok, c'est la fin de cette présentation-là sur Kubernetes. Je vais passer à la 3e. Alors, on parlait de Pegasus tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un d'Amnesty International qui est venu présenter la manière qu'ils avaient utilisée pour détecter Pegasus dans des téléphones. Donc, je reprends un petit peu au début de la présentation quelques éléments sur l'affaire Pegasus. C'est sorti dans la presse en juillet 2021. Donc c'est coordonné par Forbidden Stories, 80 journalistes de 18 journaux ont travaillé sur l'affaire, l'équipe technique était celle d'Amnesty International. Il y a eu 67 téléphones analysés, étaient surveillés de manière illégale des journalistes, des activistes, des opposants politiques dans le monde entier. Donc Amnesty a publié un outil open source pour détecter le malware. Donc ça, c'est des notes à moi. Pour rappel, en France, hein, le téléphone du président de la République est apparu sur une liste de cibles potentielles, Emmanuel Macron. Sa surveillance n'a pas été confirmée, mais enfin, en fait, Amnesty avait eu accès à une liste de 50 000 numéros potentiellement exploités. Voilà, et le numéro de Macron figurait dedans. En revanche, il y a des téléphones de 5 ministres qui portaient des marqueurs suspects, notamment Blanquer, et 4 autres. Et hier soir, il y a un article dans Le Monde qui est sorti qui disait que Montebourg avait été espionné. Bon, alors c'est quoi Pegasus? Ça a commencé au moins depuis 2010. Donc à gauche, c'est un extrait de brochure sur Pegasus pour BlackBerry. Donc ça fait un petit moment tout ça, en 2010. Donc ça, à droite, c'est une brochure de 2014. L'idée, c'est qu'il y a l'envoi d'un SMS, infection de la cible, un collecte de l'information et envoie à un serveur de Pegasus. Dans le rond, c'est tout ce que Pegasus peut collecter. Email, SMS, mais aussi la géolocalisation, l'agenda. Évidemment, ça peut écouter le microphone et aller voir les conversations privées de Signal, WhatsApp, Telegram, etc. Donc l'idée, c'est que le logiciel accède aux données de ce type avant, en fait, qu'elles soient chiffrées et échangées avec leur destinataire, parce que le téléphone est vraiment pawné très profondément. Donc la détection, ça avait été fait pour la première fois par un groupe de chercheurs en sécurité Citizen Lab en 2016. Une cible à version SMS, c'était Messier, l'avait montré à Citizen Lab. Quand on clique, ça télécharge la charge utile en JavaScript qui exploite une faille inconnue alors du navigateur web, puis exploitation d'autres failles pour escalade de privilèges et pour installer Pegasus complet et contrôler totalement le téléphone. Donc
Donc en 2018, un membre d'Amnesty reçoit un message d'un inconnu dans WhatsApp, l'invitant à une manifestation. On le voit là dans la slide. Il se méfie, il montre à l'équipe technique qui établit une empreinte du serveur web contenant la charge. Ensuite, il recherche cette empreinte sur le net et il trouve 600 domaines liés à cette attaque. Alors Citizen Lab avait trouvé et publié des serveurs en 2016 et immédiatement après, NSO les avait fermés. NSO, c'est l'éditeur de Pegasus. Ils en avaient créé d'autres, mais ils ont commis une erreur en réutilisant un de ces domaines. Ça a permis à Amnesty de confirmer que l'attaque de 2018 venait bien d'eux. Donc ils sortent l'info, et là on voit sur le graphique incroyable, ça c'est le nombre de serveurs, là c'est la sortie de l'info, et hop là, ils débranchent tous les serveurs dès qu'ils savent qu'ils sont détectés. Le téléphone d'un défenseur des droits de l'homme au Maroc contenait des preuves d'un nouveau type d'attaque, une injection par le réseau. Donc l'idée c'est de contrôler le réseau téléphonique ou une borne Wi-Fi à laquelle le téléphone est connecté. Et l'attaquant effectue ensuite une redirection HTTP depuis un site connu, là dans l'exemple c'est Yahoo, vers un serveur contenant une attaque. Et les gens d'Amnesty ont ensuite vu sur un salon une machine que présentait NSO, la photo du bas là, qui doit être un IPsy catcher a priori ou une fausse borne capable de lancer ce genre d'attaque. Donc ils ont ensuite découvert que NSO était capable de lancer des attaques sans aucune action de l'utilisateur. Donc encore pire, des zéro-click attaques. Donc ils ont réalisé des forensiques sur des téléphones mobiles. L'idée c'est de trouver les preuves d'une attaque. Elles sont très difficiles à détecter sur le mobile lui-même, mais cela reste possible, précisait-il. Et alors là, la grande idée, c'est en revanche plus facile en analysant le fichier de sauvegarde d'un iPhone. C'est plus difficile sur un Android. Donc, ils ont réalisé qu'il y avait peu d'outils pour faire une analyse forensique sur son propre téléphone, et donc ils en ont fait un, et ils l'ont publié, ça s'appelle MVT, c'est disponible sur GitHub. C'est un outil en Python, ça peut s'installer via PIP. Il faut le télécharger. Ah oui, alors il faut télécharger des indicateurs de compromission qui sont aussi fournis par Amnesty. Et ça se lance directement sur le dossier de sauvegarde de l'iPhone. Donc ça peut être utilisé avec les IOC d'autres spyware. Donc il y a des modules pour tester les SMS, d'autres applis de messages, l'historique du navigateur. Donc il vérifie s'ils contiennent des liens ou des accès à des domaines connus de NSO. L'historique de navigation de Safari est inclus dans les sauvegardes chiffrées de l'iPhone, parce qu'il y a deux types de sauvegarde de l'iPhone, et la sauvegarde chiffrée contient plus d'informations, et on peut y détecter des attaques par injection réseau. Alors, très intéressant, le fichier ID Status sur iPhone contient des traces de comptes iCloud qui ont interagi avec le téléphone via iMessage, AirDrop ou Apple Photo. Et donc, ils ont compris qu'il y avait un compte iCloud malicieux pour chaque client de NSO Group. Ça leur a permis de comprendre quelle personne avait été ciblée par le même client, utilisant Pegasus, et donc d'attribuer en fait l'attaque. Et on voit là sur le slide des noms de cibles françaises. Donc on avait des preuves de ciblage, pas de compromission. On peut utiliser pour ça datausage.sqlite, c'est donc une base SQLite qui mesure le trafic réseau de chaque processus. Il contient des traces du processus de Pegasus, leur utilisation réseau. Ça permet de mesurer la quantité d'informations qui a été extraite. Le malware prend un nom de processus au hasard pour se cacher. Et alors leur outil permet également de retracer une progression dans le temps de l'infection. Tous les événements sont enregistrés dans un fichier et horodatés, donc on prend ainsi le déroulé de l'attaque. Et donc Amnesty a partagé ces éléments avec Apple, qui a corrigé les failles dans le système d'exploitation. Alors en conclusion, les attaquants se concentrent sur le téléphone mobile, évidemment, qui permet de beaucoup apprendre sur la cible. C'est une espèce de micro géolocalisé qu'on a en permanence avec soi.
Et évidemment, les vulnérabilités sans action de l'utilisateur sont très, très recherchées. Oui, alors je tiens à dire ici que, pardon, j'ai réalisé moi-même professionnellement une recherche pour voir s'il y avait un Pegasus sur un iPhone. On m'a demandé de le faire. J'ai utilisé leur outil et donc si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Ok, c'est la fin de cette présentation-là. Je passe à la dernière. Donc c'est sur Kyber, qui est un logiciel de crypto post-quantique, avec une petite explication de ce que c'est que tout ça. La question c'est comment marche la crypto post-quantique avec Kyber. Donc un petit disclaimer amusant, c'est de la crypto de boomer. Il n'y a pas de blockchain, pas de NFT, pas de Bitcoin, mais il y a des équations, des clés publiques et des agences gouvernementales. Alors voilà le plan. D'abord, pourquoi de la crypto post-quantique? Ensuite, qu'est-ce que Kyber? Ensuite, un tout petit peu de maths. Et ensuite, le futur de la crypto. Donc, il y a une partie ennuyeuse dans la crypto. Ça, c'est leur appréciation. C'est la crypto symétrique, avec une seule clé secrète, avec laquelle on voit tout. On peut faire de l'authentification et du chiffrement. Les algos, c'est AES pour le chiffrement, SHA pour le hachage, par exemple. Et une partie amusante, la crypto asymétrique. Donc, deux personnes ne peuvent pas avoir la même clé secrète. On peut échanger une clé symétrique. Et avec la publique de l'autre, on chiffre. Et avec sa propre privée, on déchiffre. J'imagine que tous les gens dans cette pièce savent bien ça. Donc, les algos, il y en a ce qu'ils appellent un zoo entier. Hein, donc RSA, DSA, les courbes elliptiques, voilà. Donc il y a beaucoup d'algos qui ont des utilisations différentes. Parfois, certains sont utiles dans plusieurs cas. Parfois, on peut utiliser plusieurs algos pour la même chose. Mais quand on regarde le zoo, on se dit que tout va bien et que tout ça marche. Mais en fait, il faut changer hein, du fait de la crypto post-quantique. Il y a un petit problème qui vient de l'extérieur du zoo. C'est ce type-là qui s'appelle Peter Shor. Il menace le zoo. Il est sur le point de le détruire avec tout ce qu'il contient. C'est un mathématicien. Donc le zoo est basé sur deux problèmes mathématiques, la factorisation de nombres entiers et le logarithme discret. L'algo de Shor, Peter Shor, le gars dont on parlait juste avant, casse les deux problèmes. Et toute la crypto qui est basée sur eux, si on arrive à l'utiliser avec un ordi quantique adapté. Alors pourquoi est-ce important, direz-vous? Peut-être que vous utilisez une de ces technos, par exemple TLS, par exemple SSH, par exemple WireGuard. Donc tous ces trucs-là, IPsec, GNU-PG, tout notre sécu actuel est basé là-dessus, et l'algorithme de Shor casse tout ça. Alors la question c'est, est-ce qu'on va avoir des ordinateurs quantiques opérationnels? La réponse est, pour l'instant on ne sait pas. Il y a deux discours différents, mais en gros, l'opinion générale dit que peut-être dans 5 ans et peut-être jamais. Voilà. Mais quand même, ça a des chances d'arriver, donc il faut s'y préparer. Donc qu'est-ce que la crypto post-quantique? C'est des technologies qui ne seront pas affectées par des ordinateurs quantiques. Donc Kyber est certainement cette techno-là. Il est possible qu'elle soit largement adoptée bientôt. Donc il en existe d'autres, hein, mais on vous expliquera tout à l'heure que c'est pas encore normalisé, mais bon, c'est a priori un des trucs qui a quand même des chances de se faire adopter. Donc il y aura un nouveau zoo post-quantique. La standardisation démarre. Les premiers standards devraient arriver en 2022. C'est ce que dit le NIST. Donc il y a voilà, quelques autres de nouveaux algos et de nouveaux softs dans ce zoo. Un petit zoom sur Kyber. Donc c'est basé sur un treillis. On en reparlera un tout petit peu plus tard du treillis. Kyber est très rapide. Les clés privées et publiques ne sont pas trop grandes. Et on peut les utiliser dans des projets réels. Et il est quand même déjà partiellement adopté. Alors, on va faire un peu de maths. On utilise des polynômes, c'est-à-dire l'addition de puissance de x avec des coefficients.
Donc x au cube plus 2x plus 6 par exemple. On peut les réduire, les additionner, les réduire avec une opération de modulo avec un autre polynôme. On considère ensuite des vecteurs et des matrices de polynômes. Voilà. Donc ça c'est une matrice, ça c'est un vecteur, et ça c'est une matrice de polynômes, un vecteur de polynôme. Donc l'idée c'est qu'on va aller multiplier une matrice par un vecteur, et on ajoute l'erreur en blanc. Les parties vertes sont publiques, et en rouge, c'est le secret. Et la question, si je vous donne le résultat, si je vous donne, pardon, la matrice en vert et le résultat de l'opération, est-ce que vous saurez retrouver le secret en rouge? A priori, non. Donc on va d'abord engendrer les clés. Donc l'idée, c'est ça AS, et puis ça, c'est l'erreur. Donc on nomme ça AS plus E égale T. Donc la clé privée, c'est S. Elle doit avoir des petits coefficients. On appelle ça être compact. L'erreur aussi doit être compacte. Donc ils ont écrit dans les slides l'erreur en emoji. C'est joli, mais c'est pas forcément super pratique à lire. Mais bon, c'était pour, j'imagine, rendre les équations pas trop complexes. Donc maintenant, on va prendre un exemple. On a engendré nos clés. On veut chiffrer la lettre C. Donc, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, pardon, 1, 0, 4, 4, 0, 1, 1 en ASCII. Donc, on enlève les zéros. Et ça donne, donc ça donne ça comme polynôme. Et on enlève les zéros. Et donc, ça donne ça comme polynôme. X puissance 6 plus X plus 1. Et on considère ça en texte plein. Alors ensuite, il multiplie le polynôme par un entier quelconque. Voilà, juste pour le grandir. Et ensuite, il va ajouter quelques erreurs. Donc, en emoji, E1, E2, E3. Donc, ça fait V égale T. Donc là, ça, c'est ma clé publique, AT. C'est l'ensemble de la matrice et du vecteur. T fois une erreur plus mon message que je veux chiffrer. Et U est égal à A fois une erreur plus une erreur. Et c'est ça, mon message chiffré. Alors maintenant, déchiffrons. Donc on va utiliser la clé privée. On part de D égale V moins S fois U. Alors, le truc, c'est que ça se simplifie à cause de ça. Pour moi, l'utilisation des emojis ne clarifie pas tout cela. Mais en gros, on arrive à D égale M. Donc mon message plus des petites erreurs qu'on peut virer. Et donc, on retrouve mon message de départ. On retombe sur le polynôme. Alors ensuite, on divise par la constante. On ajoute des zéros partout pour là où il n'y a pas de coefficient devant les x. Et on retrouve la lettre C. Donc on a décodé notre message. Alors il y a 3 versions de Kyber. 512, 768 et 2014. Et pardon, 1024, qu'est-ce que je raconte? C'est une erreur de ma part. Donc je dis bien 512, 768 et 1024. Donc là, il faut une petite comparaison avec AES. Donc Kyber 512, ça fait à peu près 128 bits de sécurité. Kyber 1024, 256 bits. Et alors N, ici, c'est le... Donc voilà les 3 versions de l'algo. Pardon. N, c'est le degré des polynômes. Vous voyez ici. K, c'est la taille des vecteurs de polynômes. C'est le nombre de coefficients en fait. Et Q, le modulo, la taille des coefficients. Donc en fait, ces nombres sont assez petits. Et donc on fait de la crypto très complexe avec des nombres assez petits. Si on compare les tailles de clés, là pour le niveau de sécurité bas de Kyber 512, donc on voit que
ça c'est des courbes elliptiques, ça c'est RSA 3072, et ça c'est la taille des clés de Kyber 512. Donc c'est un peu plus gros, mais pas beaucoup plus gros. Mais si on passe au niveau de sécurité haut, donc Kyber 1024, et avec du RSA 15360, on voit que les tailles de clés sont équivalentes. Ça n'est pas le cas pour des courbes elliptiques. Là, les clés sont beaucoup plus petites. Donc, Kyber est très rapide, même plus rapide que les courbes elliptiques pour le chiffrement. Et quand on regarde la version 1024, donc la version la plus haute, elle est aussi plus rapide. En l'occurrence, là, elle est plus rapide que des courbes elliptiques. Le code est dispo sur GitHub. Donc, c'est du CCC0, donc domaine public. Pour les specs, le code et la doc. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on ferait un petit peu de maths, qu'on parlerait un peu de treillis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très compliqué, c'est intéressant. Donc l'idée c'est de multiplier une matrice par un vecteur. Oui, donc là je crois qu'il a fait une erreur dans sa presse, mais mon calcul matriciel est un peu rouillé, mais je crois que c'est pas A fois 13, 2, mais c'est A fois 13, 4. Bon, peu importe. L'idée c'est que, donc voilà, en gros, cette multiplication, c'est juste multiplier ce vecteur par A et ce vecteur et ajouter ce vecteur multiplié par B. Si on prend donc A égale 1 et B égale 1, en fait, on ajoute juste des vecteurs l'un à l'autre, ce qui nous donne un point. Et l'idée, c'est que si on fait de même pour toutes les valeurs de A et B, ça donne un treillis de points. Vous voyez, c'est un ensemble de points là. Donc si on augmente la taille, on va passer de 2 à 3, puis n dimensions. Donc en fait, on a une infinité de points avec juste une matrice de départ. Donc la clé secrète, c'est un de ces points auquel on a ajouté un peu d'erreur. Donc ça donne un résultat chiffré t, et c'est très difficile de retrouver le vecteur le plus proche, c'est ce qu'on appelle le CVP, le Closest Vector Problem en anglais. C'est là-dessus qu'est basé l'algo. Donc ça, c'était un exemple visuel en dimension 2, mais on peut imaginer en dimension 3. Ce que dit le chercheur en maths, si jamais, enfin le mathématicien, c'est que pour passer en dimension n, si vous n'avez jamais fait ça, en fait, on ne peut pas l'imaginer. Hein. C'est très difficile au cerveau d'imaginer ça. Mais en fait, on fait juste des calculs avec des polynômes. Et voilà. Alors, pour le futur, il y a d'autres algos dans notre zoo post-quantique qui sont tous indiqués là. Donc, la crypto post-quantique arrive. J'espère que j'aurai réussi avec ces chercheurs-là à vous la rendre un peu plus accessible. Amazon a annoncé la gestion de candidats du deuxième round comme Kyber dans la TLS post-quantique. Donc Amazon a annoncé qu'ils allaient le gérer. Le BSI allemand a déposé une demande pour intégrer du post-quantique à Thunderbird. Et le NIST a dit, si vous n'avez pas encore migré vers des courbes elliptiques, migrez plutôt directement à du post-quantique. Rappelez-vous enfin que le trafic Internet peut être enregistré et cassé plus tard. Hein, ça, c'est très important de comprendre ça. La standardisation prend du temps, l'implémentation aussi prend du temps, le déploiement aussi. Mais donc il faut s'y mettre tôt. Donc vous pouvez aller plus loin et aller voir un petit peu ce que c'est Kyber à cette adresse-là. Voilà, ça conclut la dernière présentation. Donc il y avait d'autres conférences intéressantes. Tales from the Quantum Industry qui raconte un petit peu l'histoire de la crypto quantique. Un framework de test de sécurité de micro-logiciels open source. Listen to Your Heart, c'est la security and privacy de petits modules qu'on implante dans le cœur des gens. C'était assez rigolo. Une conf sur la divulgation responsable, une conf d'OSINT, je sais où habite ta maison, et puis des petits cours de maths pour les pirates qui étaient pas mal. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, alors ce n'est pas moi qui ai réalisé ces conférences, hein, j'en ai juste fait un résumé, mais si vous avez des questions sur le CCC, n'hésitez pas à me les poser.